Vietnam, 1967. Les forces héliportées américaines partent en mission de recherche et destruction contre les insurgés communistes. Afghanistan, 1985. Des Moudjahidines lancent un missile contre un hélicoptère de combat soviétique. La guérilla n'est pas une nouvelle forme de guerre, mais elle sous-tend la plupart des conflits du monde moderne. Elle s'accompagne d'un type de riposte conçu spécialement pour l'affronter et la vaincre, la contre-insurrection. Les deux sont meurtrières, les deux sont brutales. Et les guerres du XXIe siècle laissent penser que ces méthodes seront utilisées aussi fréquemment dans le futur qu'elles l'ont été par le passé. C'est la stratégie de la guerre de guérilla. Vietnam, 1962-1975. Le pays est divisé entre nord et sud. Le général nord-vietnamien Vo Nguyen Giap doit trouver une stratégie pour unifier le pays sous le drapeau communiste. Au sud, la mission du général américain William Westmoreland est d'affronter Giap et d'enrayer la propagation du communisme. Afghanistan, 1979-1989. Les troupes soviétiques envahissent et occupent le pays. Les forces de résistance afghanes s'unissent pour les chasser. Le général Viktor Papoutine supervise les premières étapes de la mainmise soviétique sur le pays. Dans les montagnes d'Afghanistan, les chefs tribaux et les leaders des forces de la résistance, connus sous le nom de Moudjahidines, planifient la campagne de guérilla qui les opposera à l'occupation soviétique. Dans les coulisses de ces deux guerres, l'URSS et les États-Unis sont engagés dans une course effrénée à la technologie militaire. Tous deux ont des réserves inépuisables d'armes modernes et la capacité de détruire l'autre plusieurs fois. Mais au Vietnam comme en Afghanistan, les généraux américains et soviétiques, tels Westmoreland et Papoutine, sont obligés de renoncer aux tactiques militaires conventionnelles actuelles pour adopter une stratégie existant depuis des milliers d'années. La guérilla est une des plus anciennes formes de guerre, parce qu'elle oppose le stratégiquement faible au stratégiquement fort. Et parce qu'elle est basée sur l'embuscade, elle donne aux faibles une chance de réussite, de victoire militaire. Au XXe siècle, la guerre de guérilla n'est pas l'exception, elle est la norme. La raison en est tout simplement que très peu d'États ou d'organisations portées à combattre ont les moyens de mener une guerre conventionnelle moderne. Durant la guerre froide, de nombreux conflits régionaux sont soutenus directement ou indirectement par les États-Unis ou l'URSS. Mais au Vietnam et en Afghanistan, les deux pays sont directement impliqués. Et leurs commandants, comme les chefs qu'ils affrontent, devront se plier aux mêmes règles de la stratégie de guérilla que ceux dont les campagnes sont entrées depuis longtemps dans les livres d'histoire. L'objectif. Les chefs qui lancent une guerre de guérilla et ceux qui le combattent doivent avoir des objectifs politiques et militaires clairs et précis. Le soutien de la population. Les deux états-majors doivent chercher à gagner le soutien de la population dans les zones de combat. Le rassemblement. Les deux camps doivent rassembler leurs armées. Dans le cas des insurgés, cela comprend une aile militaire et une aile politico-civile. L'usure. Les deux camps doivent mettre à exécution ce que les théoriciens militaires appellent la phase d'usure de la campagne. Essayer d'épuiser l'adversaire. La transition.
Les commandants doivent alors passer du stade des attentats de la guérilla à la guerre conventionnelle à grande échelle. La prise de pouvoir. Les insurgés doivent tenter de prendre les rênes du gouvernement et le pouvoir. Les contre-insurgés doivent tenter d'écraser la guérilla et de détruire la philosophie sur laquelle elle est basée. Dans la seconde moitié du XXe siècle, alors que la configuration politique du monde change, cette règle, mainmise sur le pouvoir et destruction de la philosophie de la guérilla, est particulièrement importante. Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Colombie, Pérou, Cuba, Bolivie, Algérie, Nigeria, Angola, Tchétchénie, Rhodésie, Mozambique, Sri Lanka, Malaisie occidentale. La liste est longue. Et tout commence avec la première condition d'une stratégie de guerre de guérilla. L'objectif. Les deux états-majors, celui qui lance une guérilla et celui qui la combat, doivent avoir des objectifs clairs et précis. Ceux-ci ne doivent pas être à court terme et uniquement militaires. Ils doivent aussi viser un but politique à long terme. Vietnam 1961. Les premiers conseillers militaires américains sont envoyés par le président John Kennedy. Ils ont pour objectif de soutenir le gouvernement du Sud-Vietnam dans sa lutte contre le Nord communiste. Mais la guérilla au Vietnam a commencé longtemps auparavant. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale en 1945, le Viet Minh communiste s'y livre pour chasser les Français, réunir les deux parties du Vietnam en un seul pays et établir un État communiste. Et son plan d'action est une stratégie éprouvée. En 1954, le Viet Minh, dirigé par le général Vo Nguyen Giap, a écrasé les Français au siège de Dien Bien Phu. À la conférence de paix de Genève, qui se tient au même moment, l'Indochine est divisée. À l'ouest, le Laos et le Cambodge deviennent des royaumes individuels. Le nord-est devient la République démocratique du Nord-Vietnam, dirigée par les communistes, et le sud-est, la République du Vietnam. Les Nord-Vietnamiens lancent presque immédiatement leurs premières incursions au sud. Au départ des Français, les États-Unis prêtent leur appui au gouvernement sud-vietnamien à Saigon. Mais ce soutien tourne rapidement à la guerre. Pour livrer cette guerre, les commandants des deux camps doivent avoir un objectif clair. Au Vietnam, pour le général Giap, l'ennemi est nouveau, mais l'objectif demeure le même. Chasser ceux qu'ils considèrent comme des envahisseurs étrangers et unir le pays sous le drapeau communiste. Pour ses adversaires, la situation est plus compliquée. La difficulté pour les Français, c'est qu'ils ne pouvaient pas contenir ce qu'ils appelaient la peste communiste au nord. Elle se propageait au sud. Les Américains ne tenaient pas à ce que ça se produise. Ils se sont donc impliqués de plus en plus et au début des années 60, ils étaient complètement engagés. Voici un film américain de formation militaire sur la contre-insurrection datant du début des années 60. Même au tout premier stade de ce qui mènera à la guerre du Vietnam, les commandants américains savent quel genre de conflit les attend. En 1964, un nouveau général arrive au Vietnam, William Westmoreland. Son objectif est clair, écraser l'insurrection. Il doit maintenant mettre en place les outils qui lui permettront d'exécuter les phases suivantes de la stratégie américaine. La partie va donc se jouer ainsi. Le général Westmoreland doit localiser les insurgés. Il pourra alors les écraser en utilisant sa puissance de feu largement supérieure.
Face à lui, le général nord-vietnamien Giap a aussi un objectif clair: utiliser toutes les forces à sa disposition pour chasser les Américains. Au Vietnam, Giap et ses maîtres politiques, comme Westmoreland et ses maîtres politiques, ont donc tous deux des objectifs militaires immédiats bien précis. Au niveau politique, Hanoï a un but à long terme: unifier le pays. La finalité des visées de Washington au Vietnam est moins évidente. Dans la guerre soviétique en Afghanistan, les deux côtés ont également des objectifs militaires précis. Stratégiquement, l'Afghanistan a toujours été important. C'est un des carrefours du monde. En 1979, les Soviétiques, préoccupés par la politique intérieure afghane, envoient des conseillers pour soutenir les forces gouvernementales. À la fin de l'année, cet appui se transforme en présence militaire généralisée. L'objectif de l'URSS est clair. Les Soviétiques souhaitaient vivement s'imposer dans la région, relier leur pays au Moyen-Orient, avoir une ouverture sur le Moyen-Orient et sans doute également contrôler une partie de la production pétrolière. Par conséquent, il s'agissait pour eux de l'expansion de l'Empire soviétique. Mais dans les montagnes d'Afghanistan, la présence soviétique a induit immédiatement un objectif évident pour les chefs tribaux et les seigneurs de la guerre qui s'y opposent: résister à l'envahisseur, le chasser du pays. Dans les deux conflits, les commandants ont donc des objectifs militaires précis. Les soviétiques en Afghanistan, comme les communistes au Vietnam, ont aussi des buts politiques à long terme. Mais l'objectif américain à long terme, après l'écrasement de l'insurrection au Vietnam, est vague. Et en Afghanistan, seul le temps montrera si les seigneurs de la guerre ont un but politique à long terme autre que de retourner à leur existence tribale traditionnelle après la défaite des Soviétiques. Au Vietnam comme en Afghanistan, l'heure est venue pour les commandants de passer à l'étape suivante de leur stratégie de guerre de guérilla: le soutien de la population. Les commandants qui organisent une guérilla, comme ceux qui dirigent la campagne de contre-insurrection, doivent gagner le soutien de la population dans les zones de combat. L'importance de l'appui des civils n'a jamais été aussi bien démontrée que lors de la guerre d'Algérie. En 1954, l'Algérie en Afrique du Nord est une des plus anciennes colonies françaises. En novembre, le Front de Libération Nationale, ou FLN, lance une guerre de guérilla contre la France. Les colons français sont 10 fois moins nombreux. Il semble évident que les autorités doivent impérativement obtenir le soutien de la population algérienne. Au début, le FLN n'attaque que des cibles militaires ou gouvernementales. Puis, à Philippeville, il tue 123 personnes. Les Français réagissent durement. Selon eux, plus de 1200 insurgés sont tués. Selon le FLN, il s'agit en fait de 12 000 musulmans. Des manifestations enflamment le pays. Par cette seule action, les autorités françaises ont uni la population contre elles. Une guérilla à grande échelle est lancée, à la fois dans les villes et dans les campagnes. Au Vietnam, au début des années 60, alors que les États-Unis s'engagent de plus en plus, les commandants comme Westmoreland ont un problème. Ils ne démarrent pas de zéro, ils héritent de la situation laissée par l'ancienne occupation coloniale française. Cela fait des années que les communistes œuvrent à conquérir le cœur et l'esprit du peuple sud-vietnamien. Ils font appel au patriotisme des petites gens en décrivant les États-Unis comme un intrus de plus soutenant un régime fantoche. De surcroît, pour des gens qui n'avaient rien comme les Vietnamiens, le communisme était très séduisant. Pour vaincre ce puissant attrait, le gouvernement sud-vietnamien et ses conseillers américains ont une priorité absolue: sécuriser le pays contre les infiltrations communistes afin de prouver que la démocratie apportera la stabilité et la prospérité. Et les communistes leur offrent une occasion formidable.
Les communistes vietnamiens étaient très brutaux, et quand ils prenaient le pouvoir quelque part, le règne de la terreur ne tardait pas à s'en suivre. Ils contrôlaient quand même de nombreux villages à cause de l'incapacité des Américains et des Sud-Vietnamiens à assurer la sécurité. Si ce préalable capital à l'obtention de l'appui populaire n'est pas créé, c'est essentiellement parce que le général Westmoreland ne considère pas la séduction comme très importante. Il disait « Empoignez les insurgés par les couilles, leur cœur suivra ». Au Vietnam, Westmoreland voit l'action militaire plutôt que la séduction de la population comme la règle de base de sa stratégie de guerre de guérilla. En Afghanistan, au moment où leurs troupes arrivent, les commandants soviétiques doivent décider s'ils considèrent la séduction comme pertinente. Alors que leurs chars pénètrent dans le pays et que leurs avions de transport se posent sur l'aéroport de Bagram, les problèmes qu'affrontent les soviétiques pour gagner le cœur de la population civile sont encore plus graves que ceux de Westmoreland au Vietnam. Les soviétiques ne sont pas vus uniquement comme des envahisseurs. On les accuse d'imposer un régime fantoche au peuple afghan. Par conséquent, le peuple a fui les soviétiques pour aller se jeter dans les bras des moudjahidines. En essayant d'établir un régime de pantin, ils ont rendu les moudjahidines encore plus forts. Comme les Américains au Vietnam, les soviétiques tentent d'obtenir l'appui du peuple afghan en lui procurant le confort moderne, en construisant des écoles et en forant des puits, en apportant les bienfaits de la civilisation industrielle dans les villes. Mais lorsqu'ils veulent introduire leur politique de séduction, elle est vue comme une tentative de remplacer les coutumes et les valeurs locales. En fait, en Afghanistan, ces mesures n'ont pas été simplement inefficaces, elles ont eu pour effet d'accroître l'hostilité de nombreuses tribus envers l'envahisseur soviétique. Elles voyaient cette tentative de l'URSS de leur apporter la modernité comme une atteinte à leur mode de vie traditionnel. Les insurgés, pour leur part, n'ont pas grand-chose à faire pour gagner le cœur de la population afghane, en particulier celle des montagnes rudes et inhospitalières où vont se livrer les combats. La loyauté de ces populations envers les combattants était basée sur l'identité tribale, sur les liens familiaux, sur des allégeances traditionnelles remontant souvent à plusieurs siècles. En bref, tout ce que les moudjahidines demandaient au peuple afghan, c'était de continuer à faire ce qu'ils faisaient depuis de très longues années. Au Vietnam, comme en Afghanistan, ce sont les insurgés, les communistes nord-vietnamiens et les moudjahidines afghans, qui satisfont à la condition soutien de la population de la stratégie de guérilla, et les contre-insurgés, les Américains et les Soviétiques, dont les politiques de séduction se révèlent peu productives. Dans les deux pays, les commandants doivent faire passer leur campagne au stade supérieur, s'armer pour livrer une guerre de guérilla. Vietnam, début des années 60. Afghanistan, 20 ans plus tard. Le moment est venu d'aborder la règle suivante de la stratégie de guérilla. Le rassemblement. Les deux camps doivent rassembler leurs armées. Celle-ci comporte une aile militaire et une aile politico-civile. Cette armée peut être constituée de soldats qui s'attaquent aux forces de contre-insurrection. Ou bien ça peut être des troupes de convertis qui prêchent la bonne parole politique dans les villes et les villages. La combinaison des deux est redoutable et elle est absolument cruciale si la sédition doit se poursuivre. En Algérie en 1956, pour répondre à cette condition, les Français envoient plus de 400 000 soldats, dont des unités aéroportées d'élite et la Légion étrangère. Durant les années 1956 et 1957,
le bras armé du FLN utilise les tactiques de guérilla classiques d'actions éclairs, puis se fond dans la population. Enlèvements, meurtres et mutilations sont courants. En 1957, les Français divisent le pays en secteurs où ils placent des garnisons permanentes chargées de réprimer les opérations de guérilla dans leur région. Si le terrorisme recule, un grand nombre de soldats est immobilisé. Les Français punissent aussi les villages soupçonnés d'aider les combattants. Ils transfèrent des communautés entières des montagnes vers les plaines. Entre 1957 et 1960, plus de 2 millions d'Algériens sont ainsi déplacés. Au Vietnam, alors que le général Giap lance les premiers raids contre les Américains, il dispose déjà de 2 forces armées. Il a une armée régulière, l'armée nord-vietnamienne qui l'infiltre au sud. Il a aussi une armée d'insurrection, le Viet Cong, formée d'appelés insoumis du Sud-Vietnam. Tout en rassemblant ces 2 armées pour affronter l'ennemi militairement, les communistes bénéficient du retrait français. Une situation qui désavantage lourdement les Américains et les Sud-Vietnamiens dans la bataille politique pour gagner le cœur de la population. Il y a eu une période de transition entre le retrait français et l'engagement massif des Américains au début des années 60. Ce vide a été rempli par une infiltration communiste croissante dans tout le pays. Et au moment où les Américains arrivent en force, ils se battent contre des dizaines de milliers de nouveaux adeptes du communisme, ce à quoi ils ne peuvent pas faire face. L'avantage militaire dont jouit le général Giap est consolidé par les activités politiques des communistes. Ils avaient forgé une armée de philosophes, des gens qui allaient faire de la propagande dans les villes et les villages. Ensemble, ils offraient un pacte terriblement séduisant aux populations locales. Et c'est pourquoi les insurgés ont si bien réussi la phase de rassemblement des armées. Adversaire du général Giap, l'américain Westmoreland dispose aussi de 2 armées, l'américaine et la sud-vietnamienne. À partir de 1966, l'état-major de Westmoreland utilise ces 2 corps pour mener une stratégie sur 2 fronts. Les Américains constitueront un bouclier derrière lequel les forces sud-vietnamiennes pourront se concentrer sur la sécurité des régions peuplées et tenter de gagner leur appui. Ce mélange de forces, l'utilisation de la puissance de feu écrasante des États-Unis et de persuasion, apporter la sécurité à la population rurale, devrait permettre de briser l'emprise des communistes et gagner au gouvernement sud-vietnamien la confiance de la population. En Afghanistan, durant les premiers jours de combat, les généraux soviétiques et les chefs moudjahidines rassemblent aussi leurs troupes. Au début, de l'extérieur, les soviétiques semblent bien équipés et bien préparés. Contre eux, les moudjahidines sont mal armés. Ils se retirent dans les régions montagneuses qu'ils connaissent bien. Au Vietnam, Westmoreland et Giap ont donc satisfait tous 2 aux critères rassemblement de la stratégie de guérilla. Mais en Afghanistan, en se retirant dans les montagnes, les moudjahidines choisissent le terrain sur lequel ils vont combattre. Et à présent que les commandants s'attaquent à la règle suivante de la stratégie de guérilla, ce champ de bataille devient crucial. L'usure. Les 2 camps doivent mettre à exécution ce que les théoriciens militaires appellent la phase d'usure de la campagne. Essayer d'épuiser l'adversaire. Au Vietnam, la manière dont le général Westmoreland voit la séduction de la population et le rassemblement des forces régulières et irrégulières de Giap va déterminer la manière dont il mettra à exécution la prochaine étape de sa stratégie. Et la manière dont Giap décidera d'utiliser les 2 parties de ses forces d'assaut, son armée régulière nord-vietnamienne et son armée de combattants Viet Cong,
dépend aussi de sa volonté de passer rapidement ou pas à la phase suivante, la transition de la guerre d'usure à la guerre conventionnelle. En choisissant sa stratégie, Westmoreland doit élaborer un plan contre deux types d'armées. Et pour les Américains et leurs alliés sud-vietnamiens, cela pose un problème. D'un côté, ils devaient se défendre contre les forces conventionnelles au Nord-Vietnam. D'un autre côté, ils devaient lancer une campagne anti-guérilla contre les Viet Cong. Westmoreland doit décider du type de campagne qu'il va lancer. Guerre conventionnelle, contre-insurrection ou un mélange des deux. Pendant la planification, c'est l'existence des troupes régulières de l'armée nord-vietnamienne qui influe le plus sur la façon de penser de Westmoreland et de ses conseillers. L'existence d'une puissante armée nord-vietnamienne a nourri le préjugé américain en faveur d'un conflit mené entièrement sur des bases conventionnelles. Cela signifiait en particulier que dans le camp américain, ceux qui voulaient des moyens pour une campagne anti-guérilla se sont retrouvés marginalisés. Cela conditionne également le rassemblement des troupes américaines. Une fois engagées, les États-Unis accroissent leurs forces très rapidement. En 1962, ils ont quelques 2000 soldats au Vietnam. En 1969, il y en a plus d'un demi-million. Ça fait presque partie de leurs problèmes. Ils ont d'innombrables soldats là-bas, surtout au Sud-Vietnam, et ils doivent les utiliser. Et bien sûr, les militaires sont bien meilleurs dans les opérations violentes que dans la séduction. C'est là que leur plan de contre-insurrection finit par basculer dans le scénario de la violence, plutôt que dans celui de la recherche de l'appui de la population. La décision de Westmoreland est donc de ne pas traiter le Vietnam comme une guerre de contre-insurrection, mais comme un conflit conventionnel. À ce stade, pour Giap comme pour Westmoreland, l'usure, l'épuisement de l'opposition est la clé de la guerre. Mais l'usure a différentes significations pour l'un et l'autre. Pour Giap, il s'agit de convaincre les Américains qu'ils ne gagneront jamais. Pour Westmoreland, il s'agit de détruire l'ennemi physiquement. Dans le cas des communistes, c'était une stratégie de frustration. Leur but était de convaincre les Américains qu'ils ne pouvaient pas gagner, qu'ils devaient donc quitter le pays. Dans le cas des Américains, c'était une stratégie d'usure pure, impliquant la mort du plus grand nombre possible de soldats ennemis. Mais la décision du général Giap de combiner les deux types de guerre, d'utiliser son armée nord-vietnamienne et ses irréguliers Viet Cong, pose à Westmoreland un autre problème. Ces hommes doivent faire sortir les insurgés de la jungle. Or, c'est un terrain qui se révèle très difficile pour les Américains. Les Américains, parce qu'ils évoluaient sur ce terrain inhospitalier, tombaient fréquemment dans des embuscades. Les forces de la guérilla avaient l'initiative et ils se faisaient souvent massacrer dans la jungle, alors qu'ils essayaient simplement de trouver l'ennemi. Jusqu'en 1965, la stratégie de Giap semble fonctionner. Mais cette année-là, il commet une de ses plus grosses erreurs. Durant la guerre soviétique en Afghanistan, la phase d'usure de la guérilla commence presque immédiatement. C'est David contre Goliath. L'une des armées les plus puissantes du monde, dotée d'un armement d'une incroyable sophistication, contre un ennemi n'ayant que des armes légères. Mais les Moudjahidines comprennent tout de suite ce qu'ils doivent faire. Ils devaient se réfugier dans les hauteurs, les grottes, les montagnes sauvages. Ils devaient utiliser le terrain au mieux pour garder l'initiative, pour y attirer les soviétiques et pour les prendre en embuscade. C'était un territoire de guérilla traditionnel et les Afghans savaient exactement ce qu'ils faisaient. Au début, les planificateurs soviétiques se fient dangereusement aux routes, ce qui les rend vulnérables aux embuscades et n'aide en rien à vaincre les insurgés qui restent en sécurité dans leur base montagnarde.
Puis l'URSS change de tactique. On continue à lancer des opérations de grande envergure, mais on utilise de plus en plus les missions héliportées pour frapper dans les montagnes. À leur tour, les Moudjahidines qui attaquent les convois sont pris en embuscade. En 1983, les nouvelles méthodes de l'URSS font reculer les insurgés. Bien que la grande majorité des combats en Afghanistan soient toujours menés par une armée d'appelés relativement mal entraînée et peu motivée, les troupes de choc de cette nouvelle tactique apparemment gagnante sont les unités Spetsnaz des forces spéciales. Elles sont le nerf des raids et des embuscades des missions héliportées de pénétration profonde. Celles-ci sont menées par des soldats spécialement entraînés qui se déguisent en moudjahidines pour opérer derrière les lignes pendant de longues périodes, afin de collecter des informations et de localiser les bastions de la guérilla en vue de frappes aériennes. Les moudjahidines se retrouvent paralysés, incapables d'opérer ouvertement. Leur tactique d'actions éclairs ne fonctionne plus. Il semble que l'utilisation agressive des hélicoptères et des forces spéciales donne aux soviétiques un moyen de neutraliser les insurgés. Leur mobilité aérienne leur permet d'accéder à des terrains inhospitaliers et d'attaquer l'ennemi. Mais tout ceci va bientôt changer. Afghanistan, milieu des années 80, et Vietnam, milieu des années 60. Les conflits ont atteint le point où, selon les théories classiques, les commandants doivent passer à la phase suivante de leur stratégie de guerre de guérilla. La transition. Passer des tactiques d'actions éclairs de la guérilla à une guerre conventionnelle à grande échelle. En Algérie, les insurgés ne changent pas leur méthode pour d'autres plus conventionnelles, mais les Français sautent le pas. Auparavant, des troupes spécifiques étaient affectées à chaque région. À partir de 1958, les Français envoient des forces mobiles en mission de recherche et destruction contre les insurgés dans les montagnes, mais aussi en pleine ville d'Alger. En 1959, les Français semblent avoir réprimé l'insurrection. Ils semblent contrôler Alger. Cette paix fragile est ce qui se rapproche le plus d'une victoire militaire. Au Vietnam, en 1965, le général Giap prend la décision cruciale de passer de la guérilla aux tactiques conventionnelles. Il veut affronter les armées américaines et sud-vietnamiennes en combat classique et tenter de renverser rapidement le gouvernement sud-vietnamien. Cela fait de ces soldats des cibles plus faciles pour l'énorme puissance de feu américaine. Mais cette erreur a un résultat inattendu. Westmoreland est conforté dans sa conviction que la victoire sera remportée par des moyens conventionnels et non par une campagne de contre-insurrection. Si cette tentative prématurée de transition vers des opérations conventionnelles doit être mise au compte des grandes erreurs des communistes vietnamiens, elle a eu pour avantage de nourrir le préjugé américain en faveur d'un conflit essentiellement conventionnel. Durant 1965 et 1966, malgré l'utilisation de tactiques conventionnelles dans un scénario de contre-insurrection, Westmoreland fait d'innombrables victimes parmi les combattants de Giap, surtout parmi ses forces de guérilla. Ayant subi d'énormes pertes, dues en particulier à la puissance aérienne des Américains, lors de batailles comme celle de la péninsule de Batangan, de la vallée d'Iadrang ou du siège de la base de Plei-Mé, Giap est en train de perdre. Il change à nouveau de tactique et décide d'introduire une dimension politique considérable dans sa campagne. Il veut retourner la situation aux dépens des gouvernements américains et sud-vietnamiens en portant la guerre jusque dans les foyers américains. En 1954, Giap a changé la donne politique dans la région en détruisant la base française de Dien Bien Phu. Une victoire qui a eu un impact majeur sur la conférence de Genève, chargée de décider du sort de l'Indochine.
Il veut maintenant anéantir la base de Marines de Khe Sanh afin de prouver par une démonstration spectaculaire que le Nord-Vietnam est toujours un ennemi puissant et résolu. Mais le siège de Khe Sanh n'est qu'une partie de sa nouvelle stratégie. Le 30 janvier 1968, lors du Festival du Tet, qui marque la nouvelle année vietnamienne, il envoie des forces régulières et irrégulières dans 36 villes sud-vietnamiennes, considérées auparavant comme hors de son rayon d'action, dont la capitale, Saigon. En fait, les soldats communistes sont en mission suicide, car ils n'ont pas d'équipement lourd et doivent affronter une riposte ennemie écrasante. Mais au départ, ils semblent se déchaîner partout. Une escouade parvient même à percer une brèche dans le mur extérieur de l'ambassade américaine à Saigon. Le bâtiment ne court aucun danger, mais les images télévisées de Viet Cong morts à l'intérieur de l'enceinte laissent entendre le contraire. Dans l'ancienne cité de Hue, les troupes communistes combattent les Marines rue par rue, parfois maison par maison. Les soldats de Giap subissent d'énormes pertes. À la fin février, les Américains ont éliminé tous les agents communistes infiltrés dans les villes. Et le 6 avril, ils libèrent le camp assiégé de Khe Sanh. Mais aux États-Unis, l'impact politique des images télévisées et des récits sur l'offensive du Tet est énorme. Et dans les rues, le mouvement anti-guerre se renforce. Le général Giap a perdu la bataille militaire, mais il est en passe de gagner le combat politique à long terme. En Afghanistan, au milieu des années 80, l'équilibre de la guerre change également. Plus l'URSS s'engage, plus l'intérêt du reste du monde, et particulièrement des États-Unis, s'éveille. Jusqu'à présent, les Moudjahidines perdent leur guérilla contre les Soviétiques. Mais la situation va basculer radicalement. Les technologies et les équipements que les Moudjahidines utilisent contre l'armée rouge sont en pleine révolution. Ils sont de mieux en mieux armés, principalement par les États-Unis qui leur fournissent des missiles solaires, des roquettes, des mortiers et du matériel de transmission. Et militairement, ils commencent à être efficaces. Presque tous les jours, des convois soviétiques tombent dans des embuscades réussies. Les Américains commençaient à livrer des armes aux Moudjahidines. Ils commençaient presque à faire la guerre froide par procuration, de la même manière qu'ils le faisaient au Moyen-Orient. C'est devenu une situation très dangereuse. Voici l'arme décisive qui fait pencher la balance du pouvoir en Afghanistan. Le lance-missile sol-air portatif américain comme le Stinger. L'un des plus grands avantages technologiques de l'URSS, l'hélicoptère et la mobilité aérienne de ses troupes, est ainsi éliminé. Dès le mois de décembre 1982, un premier hélicoptère soviétique est détruit. Les Américains avaient fourni aux Moudjahidines des missiles sol-air. Et les hélicoptères, qui se déplacent relativement lentement, forment de très bonnes cibles pour les mitrailleuses lourdes. On s'aperçoit par conséquent que les mouvements des Soviétiques étaient restreints par un armement de base, avec pour résultat qu'il a été très difficile aux Soviétiques de rencontrer physiquement l'ennemi. Les pertes soviétiques augmentent, et avec elles, le sentiment que la guerre ne peut être gagnée. En mars 1985, un nouveau secrétaire général, Mikhail Gorbatchev, prend le pouvoir. Il reconnaît promptement la fragilité sous-jacente du système soviétique qui croule sous le poids de ses engagements militaires. Il reconnaît aussi l'hostilité de la population à la guerre en Afghanistan et veut à tout prix en retirer ses troupes. En février 1988, Gorbatchev finit par se décider et accélère les négociations pour trouver un accord de retrait qui lui sauverait la face. C'est le début de la fin de l'Empire soviétique. En février 1989, les derniers soldats et les derniers chars se rassemblent dans leur caserne pour quitter l'Afghanistan. Malgré des tentatives pour présenter les choses comme une victoire de la modération, personne ne s'y trompe.
L'URSS a souffert d'un effondrement de sa volonté politique de poursuivre le combat et elle a été vaincue par un adversaire déterminé à ne jamais renoncer. Les insurgés afghans ont suivi la même stratégie de frustration que les communistes vietnamiens. Les forces armées soviétiques ont prouvé qu'elles étaient peu disposées à subir des pertes. La société soviétique a montré que sa capacité à tolérer ce type de pertes était très réduite. Les seigneurs de la guerre moudjahidine ont gagné sans avoir à se conformer à l'avant-dernière règle de la stratégie de la guerre de guérilla, la transition vers la guerre conventionnelle. Au Vietnam, bien qu'il n'ait perdu aucune bataille, et qu'en termes militaires conventionnels il soit toujours en train de gagner, les Américains prennent également la décision de se retirer et de passer le relais aux Sud-Vietnamiens. Une fois encore, la raison en est davantage politique que militaire. Dans les couloirs du pouvoir à Washington, l'humeur est en train de changer. L'Amérique est préoccupée par son économie. La crise du pétrole menace. La guerre froide est toujours d'actualité. Mais par-dessus tout, dans les rues, le mouvement de contestation anti-belliciste prend de l'ampleur. Les États-Unis et son peuple veulent quitter le Vietnam. En juin 1972, les premières troupes terrestres rentrent. La plupart seront partis dans les 2 ans. Puis, en mars 1972, les communistes lancent leur première offensive nationale depuis celle du Tet en 1968. Au début, ils sont contrés par l'armée sud-vietnamienne, appuyée par la puissance aérienne des États-Unis. Mais un an plus tard, en 1973, les dernières unités de combat américaines se retirent. Le général Giap a la voie libre pour achever sa transition vers la guerre conventionnelle, sans réelle opposition. Il faudra encore 2 ans de combat. Puis, le 30 avril 1975, les chars de l'armée nord-vietnamienne prennent Saigon. Les derniers Américains sont évacués de l'ambassade par hélicoptère. Et les communistes passent à l'étape finale de la stratégie de guérilla. La mainmise sur le gouvernement et la prise de pouvoir. En Algérie aussi, la guerre ne se termine que lorsque l'opinion publique française et la pression internationale provoquent à Matignon l'effondrement de la volonté de poursuivre le combat. Comme en Afghanistan, le FLN n'est jamais passé au stade conventionnel du conflit. L'indépendance est finalement accordée en juillet 1962. Au Vietnam, après la chute de Saigon en avril 1975, le pays est unifié sous le drapeau communiste. En Afghanistan, 14 ans plus tard, les seigneurs de la guerre remportent la victoire sans passer par la phase de transition de la guérilla vers la guerre conventionnelle. Ils en sont à présent à la dernière étape, la prise de pouvoir. Mais la victoire des combattants afghans contre l'envahisseur soviétique n'est pas suivie d'une prise de pouvoir et d'une période de paix et d'unité. Les chefs de la guérilla réussissent à chasser les soviétiques d'Afghanistan, mais ils sont incapables d'asseoir leur victoire en prenant les rênes du gouvernement et en instaurant un contrôle effectif sur tout le pays. À la place, l'évacuation de l'armée soviétique a été suivie par une nouvelle guerre civile dans laquelle différents groupes, y compris des groupes qui avaient été alliés dans la guérilla, se battaient les uns contre les autres pour s'assurer tel ou tel contrôle ou suprématie. En conclusion, dans les 2 guerres importantes de la fin du XXe siècle, le Vietnam et l'Afghanistan, comment les généraux Giap et Westmoreland au Vietnam et les commandants soviétiques et les seigneurs de la guerre en Afghanistan ont-ils rempli les conditions de la stratégie de guérilla? L'objectif. Au Vietnam, le général Giap a un objectif clair, unifier le pays sous le drapeau communiste. Westmoreland a aussi un objectif militaire précis, enrayer la propagation du communisme, mais pas de stratégie politique à long terme.
En Afghanistan, les commandants soviétiques ont un objectif clair: étendre et cimenter la mainmise de Moscou. Quant aux chefs moudjahidines, leur objectif est évident: chasser l'envahisseur. Le soutien de la population. Au Vietnam, Giap bâtit un système conçu pour lui gagner le cœur du peuple sud-vietnamien. Westmoreland prend quelques mesures limitées dans ce sens, mais à la séduction, il préfère les méthodes militaires conventionnelles. En Afghanistan, les soviétiques font aussi quelques tentatives de séduction, mais elles échouent. Les chefs moudjahidines n'ont même pas besoin d'essayer, ils ont déjà l'appui de la population rurale. Le rassemblement. Au Vietnam, Giap dispose de l'armée régulière nord-vietnamienne et de ses insurgés Viet Cong du Sud-Vietnam. Westmoreland a les forces américaines plus l'armée sud-vietnamienne. En Afghanistan, les soviétiques font étalage de leur puissance écrasante en hommes et en armement. Les moudjahidines commencent avec peu, mais ils sont de mieux en mieux équipés et ravitaillés, surtout par les États-Unis. L'usure. Au Vietnam, Giap cherche à épuiser les Américains durant la phase d'usure de sa stratégie, avec pour but leur retrait. Westmoreland a une définition différente de l'usure: tuer un maximum de Nord-Vietnamiens et de Viet Cong. En Afghanistan, au début, les soviétiques semblent gagner sur ce point, en partie parce que leurs hélicoptères leur donnent plus de mobilité et de pénétration. Toutefois, dès que les moudjahidines disposent de nouvelles armes, en particulier du lance-missile portatif Stinger, fabriqué et fourni par les États-Unis, ils reprennent l'avantage. La transition. Au Vietnam, le général Giap a presque perdu la guerre en cherchant à passer de l'insurrection à la guerre conventionnelle trop vite. Dans les derniers jours, après le retrait américain, la transition est rapide, l'armée sud-vietnamienne n'opposant qu'une faible résistance. En Afghanistan, les moudjahidines n'ont pas besoin de se transformer de forces de guérilla en armée conventionnelle. La prise de pouvoir. Au Vietnam, le pays est immédiatement unifié sous le drapeau communiste. En Afghanistan, plutôt que de rechercher l'union ou la révolution, les chefs victorieux retournent à leur ancien système de rivalité et de conflits tribaux, ce qui ouvre la voie aux talibans et à Al-Qaïda et Oussama Ben Laden. La guérilla a déclenché nombre des conflits de la seconde moitié du XXe siècle. Et il semble inévitable que cela se poursuive au XXIe. Tant que le monde verra les stratégiquement faibles affronter une grande puissance, la guerre de guérilla aura cours. Elle jette les faibles contre les forts et leur donne la possibilité de frapper sévèrement l'ennemi, que ce soit dans le contexte politique d'une insurrection ou dans celui plus militaire d'une invasion. La guérilla est une des formes de combat les plus élémentaires. Même en cette ère de la technologie, elle repose sur l'individu plutôt que sur la sophistication de l'armement. Elle permet toujours aux David d'affronter les Goliaths. C'est pourquoi elle est toujours efficace, et c'est pourquoi elle existera toujours. Vietnam, 1967. Les forces héliportées américaines partent en mission de recherche et destruction contre les insurgés communistes. Afghanistan, 1985. Des moudjahidines lancent un missile contre un hélicoptère de combat soviétique. La guérilla n'est pas une nouvelle forme de guerre, mais elle sous-tend la plupart des conflits du monde moderne. Elle s'accompagne d'un type de riposte conçu spécialement pour l'affronter et la vaincre, la contre-insurrection. Les deux sont meurtrières, les deux sont brutales.
Et les guerres du XXIe siècle laissent penser que ces méthodes seront utilisées aussi fréquemment dans le futur qu'elles l'ont été par le passé. C'est la stratégie de la guerre de guérilla. Vietnam, 1962-1975. Le pays est divisé entre nord et sud. Le général nord-vietnamien Vo Nguyen Giap doit trouver une stratégie pour unifier le pays sous le drapeau communiste. Au sud, la mission du général américain William Westmoreland est d'affronter Giap et d'enrayer la propagation du communisme. Afghanistan, 1979-1989. Les troupes soviétiques envahissent et occupent le pays. Les forces de résistance afghanes s'unissent pour les chasser. Le général Viktor Papoutine supervise les premières étapes de la mainmise soviétique sur le pays. Dans les montagnes d'Afghanistan, les chefs tribaux et les leaders des forces de la résistance, connus sous le nom de Moudjahidines, planifient la campagne de guérilla qui les opposera à l'occupation soviétique. Dans les coulisses de ces deux guerres, l'URSS et les États-Unis sont engagés dans une course effrénée à la technologie militaire. Tous deux ont des réserves inépuisables d'armes modernes et la capacité de détruire l'autre plusieurs fois. Mais au Vietnam comme en Afghanistan, les généraux américains et soviétiques, tels Westmoreland et Papoutine, sont obligés de renoncer aux tactiques militaires conventionnelles actuelles pour adopter une stratégie existant depuis des milliers d'années. La guérilla est une des plus anciennes formes de guerre, parce qu'elle oppose le stratégiquement faible au stratégiquement fort. Et parce qu'elle est basée sur l'embuscade, elle donne aux faibles une chance de réussite, de victoire militaire. Au XXe siècle, la guerre de guérilla n'est pas l'exception, elle est la norme. La raison en est tout simplement que très peu d'États ou d'organisations portées à combattre ont les moyens de mener une guerre conventionnelle moderne. Durant la guerre froide, de nombreux conflits régionaux sont soutenus directement ou indirectement par les États-Unis ou l'URSS. Mais au Vietnam et en Afghanistan, les deux pays sont directement impliqués. Et leurs commandants, comme les chefs qu'ils affrontent, devront se plier aux mêmes règles de la stratégie de guérilla que ceux dont les campagnes sont entrées depuis longtemps dans les livres d'histoire. L'objectif. Les chefs qui lancent une guerre de guérilla et ceux qui le combattent doivent avoir des objectifs politiques et militaires clairs et précis. Le soutien de la population. Les deux états-majors doivent chercher à gagner le soutien de la population dans les zones de combat. Le rassemblement. Les deux camps doivent rassembler leurs armées. Dans le cas des insurgés, cela comprend une aile militaire et une aile politico-civile. L'usure. Les deux camps doivent mettre à exécution ce que les théoriciens militaires appellent la phase d'usure de la campagne. Essayer d'épuiser l'adversaire. La transition. Les commandants doivent alors passer du stade des attentats de la guérilla à la guerre conventionnelle à grande échelle. La prise de pouvoir. Les insurgés doivent tenter de prendre les rênes du gouvernement et le pouvoir. Les contre-insurgés doivent tenter d'écraser la guérilla et de détruire la philosophie sur laquelle elle est basée. Dans la seconde moitié du XXe siècle, alors que la configuration politique du monde change, cette règle, mainmise sur le pouvoir et destruction de la philosophie de la guérilla, est particulièrement importante. Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Colombie, Pérou,
Cuba, Bolivie, Algérie, Nigeria, Angola, Tchétchénie, Rhodésie, Mozambique, Sri Lanka, Malaisie occidentale. La liste est longue. Et tout commence avec la première condition d'une stratégie de guerre de guérilla. L'objectif. Les deux états-majors, celui qui lance une guérilla et celui qui la combat, doivent avoir des objectifs clairs et précis. Ceux-ci ne doivent pas être à court terme et uniquement militaires. Ils doivent aussi viser un but politique à long terme. Vietnam 1961. Les premiers conseillers militaires américains sont envoyés par le président John Kennedy. Ils ont pour objectif de soutenir le gouvernement du Sud-Vietnam dans sa lutte contre le Nord communiste. Mais la guérilla au Vietnam a commencé longtemps auparavant. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale en 1945, le Viet Minh communiste s'y livre pour chasser les Français, réunir les deux parties du Vietnam en un seul pays et établir un État communiste. Et son plan d'action est une stratégie éprouvée. En 1954, le Viet Minh, dirigé par le général Vo Nguyen Giap, a écrasé les Français au siège de Dien Bien Phu. À la conférence de paix de Genève, qui se tient au même moment, l'Indochine est divisée. À l'ouest, le Laos et le Cambodge deviennent des royaumes individuels. Le nord-est devient la République démocratique du Nord-Vietnam, dirigée par les communistes, et le sud-est, la République du Vietnam. Les Nord-Vietnamiens lancent presque immédiatement leurs premières incursions au sud. Au départ des Français, les États-Unis prêtent leur appui au gouvernement sud-vietnamien à Saigon. Mais ce soutien tourne rapidement à la guerre. Pour livrer cette guerre, les commandants des deux camps doivent avoir un objectif clair. Au Vietnam, pour le général Giap, l'ennemi est nouveau, mais l'objectif demeure le même. Chasser ceux qu'il considère comme des envahisseurs étrangers et unir le pays sous le drapeau communiste. Pour ses adversaires, la situation est plus compliquée. La difficulté pour les Français, c'est qu'ils ne pouvaient pas contenir ce qu'ils appelaient la peste communiste au nord. Elle se propageait au sud. Les Américains ne tenaient pas à ce que ça se produise. Ils se sont donc impliqués de plus en plus et au début des années 60, ils étaient complètement engagés. Voici un film américain de formation militaire sur la contre-insurrection datant du début des années 60. Même au tout premier stade de ce qui mènera à la guerre du Vietnam, les commandants américains savent quel genre de conflit les attend. En 1964, un nouveau général arrive au Vietnam, William Westmoreland. Son objectif est clair, écraser l'insurrection. Il doit maintenant mettre en place les outils qui lui permettront d'exécuter les phases suivantes de la stratégie américaine. La partie va donc se jouer ainsi. Le général Westmoreland doit localiser les insurgés. Il pourra alors les écraser en utilisant sa puissance de feu largement supérieure. Face à lui, le général nord-vietnamien Giap a aussi un objectif clair. Utiliser toutes les forces à sa disposition pour chasser les Américains. Au Vietnam, Giap et ses maîtres politiques, comme Westmoreland et ses maîtres politiques, ont donc tous deux des objectifs militaires immédiats bien précis. Au niveau politique, Hanoï a un but à long terme, unifier le pays. La finalité des visées de Washington au Vietnam est moins évidente. Dans la guerre soviétique en Afghanistan, les deux côtés ont également des objectifs militaires précis. Stratégiquement, l'Afghanistan a toujours été important, c'est un des carrefours du monde.
En 1979, les Soviétiques, préoccupés par la politique intérieure afghane, envoient des conseillers pour soutenir les forces gouvernementales. À la fin de l'année, cet appui se transforme en présence militaire généralisée. L'objectif de l'URSS est clair. Les Soviétiques souhaitaient vivement s'imposer dans la région, relier leur pays au Moyen-Orient, avoir une ouverture sur le Moyen-Orient et sans doute également contrôler une partie de la production pétrolière. Par conséquent, il s'agissait pour eux de l'expansion de l'Empire soviétique. Mais dans les montagnes d'Afghanistan, la présence soviétique a induit immédiatement un objectif évident pour les chefs tribaux et les seigneurs de la guerre qui s'y opposent. Résister à l'envahisseur, le chasser du pays. Dans les deux conflits, les commandants ont donc des objectifs militaires précis. Les soviétiques en Afghanistan, comme les communistes au Vietnam, ont aussi des buts politiques à long terme. Mais l'objectif américain à long terme, après l'écrasement de l'insurrection au Vietnam, est vague. Et en Afghanistan, seul le temps montrera si les seigneurs de la guerre ont un but politique à long terme autre que de retourner à leur existence tribale traditionnelle après la défaite des Soviétiques. Au Vietnam comme en Afghanistan, l'heure est venue pour les commandants de passer à l'étape suivante de leur stratégie de guerre de guérilla. Le soutien de la population. Les commandants qui organisent une guérilla, comme ceux qui dirigent la campagne de contre-insurrection, doivent gagner le soutien de la population dans les zones de combat. L'importance de l'appui des civils n'a jamais été aussi bien démontrée que lors de la guerre d'Algérie. En 1954, l'Algérie en Afrique du Nord est une des plus anciennes colonies françaises. En novembre, le Front de Libération Nationale, ou FLN, lance une guerre de guérilla contre la France. Les colons français sont 10 fois moins nombreux. Il semble évident que les autorités doivent impérativement obtenir le soutien de la population algérienne. Au début, le FLN n'attaque que des cibles militaires ou gouvernementales. Puis, à Philippeville, il tue 123 personnes. Les Français réagissent durement. Selon eux, plus de 1200 insurgés sont tués. Selon le FLN, il s'agit en fait de 12 000 musulmans. Des manifestations enflamment le pays. Par cette seule action, les autorités françaises ont uni la population contre elles. Une guérilla à grande échelle est lancée, à la fois dans les villes et dans les campagnes. Au Vietnam, au début des années 60, alors que les États-Unis s'engagent de plus en plus, les commandants comme Westmoreland ont un problème. Ils ne démarrent pas de zéro, ils héritent de la situation laissée par l'ancienne occupation coloniale française. Cela fait des années que les communistes œuvrent à conquérir le cœur et l'esprit du peuple sud-vietnamien. Ils font appel au patriotisme des petites gens en décrivant les États-Unis comme un intrus de plus soutenant un régime fantoche. Porte une aile militaire et une aile politico-civile. Cette armée peut être constituée de soldats qui s'attaquent aux forces de contre-insurrection. Ou bien ça peut être des troupes de convertis qui prêchent la bonne parole politique dans les villes et les villages. La combinaison des deux est redoutable et elle est absolument cruciale si la sédition doit se poursuivre. En Algérie en 1956, pour répondre à cette condition, les Français envoient plus de 400 000 soldats, dont des unités aéroportées d'élite et la Légion étrangère. Durant les années 1956 et 1957, le bras armé du FLN utilise des tactiques de guérilla classiques d'actions éclairs, puis se fond dans la population. Enlèvements, meurtres et mutilations sont courants. En 1957, les Français divisent le pays en secteurs où ils placent des garnisons permanentes chargées de réprimer les opérations de guérilla dans leur région. Si le terrorisme recule, un grand nombre de soldats est immobilisé. Les Français punissent aussi les villages soupçonnés d'aider les combattants.
Ils transfèrent des communautés entières des montagnes vers les plaines. Entre 1957 et 1960, plus de 2 millions d'Algériens sont ainsi déplacés. Au Vietnam, alors que le général Giap lance les premiers raids contre les Américains, il dispose déjà de 2 forces armées. Il a une armée régulière, l'armée nord-vietnamienne qui l'infiltre au sud. Il a aussi une armée d'insurrection, le Viet Cong, formée d'appelés insoumis du Sud-Vietnam. Tout en rassemblant ces 2 armées pour affronter l'ennemi militairement, les communistes bénéficient du retrait français. Une situation qui désavantage lourdement les Américains et les Sud-Vietnamiens dans la bataille politique pour gagner le cœur de la population. Il y a eu une période de transition entre le retrait français et l'engagement massif des Américains au début des années 60. Ce vide a été rempli par une infiltration communiste croissante dans tout le pays. Et au moment où les Américains arrivent en force, ils se battent contre des dizaines de milliers de nouveaux adeptes du communisme, ce à quoi ils ne peuvent pas faire face. L'avantage militaire dont jouit le général Giap est consolidé par les activités politiques des communistes. Ils avaient forgé une armée de philosophes, des gens qui allaient faire de la propagande dans les villes et les villages. Ensemble, ils offraient un pacte terriblement séduisant aux populations locales. Et c'est pourquoi les insurgés ont si bien réussi la phase de rassemblement des armées. Adversaire du général Giap, l'américain Westmoreland dispose aussi de 2 armées, l'américaine et la sud-vietnamienne. À partir de 1966, l'état-major de Westmoreland utilise ces 2 corps pour mener une stratégie sur 2 fronts. Les Américains constitueront un bouclier derrière lequel les forces sud-vietnamiennes pourront se concentrer sur la sécurité des régions peuplées et tenter de gagner leur appui. Ce mélange de forces, l'utilisation de la puissance de feu écrasante des États-Unis et de persuasion, apporter la sécurité à la population rurale, devrait permettre de briser l'emprise des communistes et gagner au gouvernement sud-vietnamien la confiance de la population. En Afghanistan, durant les premiers jours de combat, les généraux soviétiques et les chefs moudjahidines rassemblent aussi leurs troupes. Au début, de l'extérieur, les soviétiques semblent bien équipés et bien préparés. Contre eux, les moudjahidines sont mal armés. Ils se retirent dans les régions montagneuses qu'ils connaissent bien. Au Vietnam, Westmoreland et Giap ont donc satisfait tous 2 aux critères rassemblement de la stratégie de guérilla. Mais en Afghanistan, en se retirant dans les montagnes, les moudjahidines choisissent... De surcroît, pour des gens qui n'avaient rien comme les Vietnamiens, le communisme était très séduisant. Pour vaincre ce puissant attrait, le gouvernement sud-vietnamien et ses conseillers américains ont une priorité absolue: sécuriser le pays contre les infiltrations communistes afin de prouver que la démocratie apportera la stabilité et la prospérité. Et les communistes leur offrent une occasion formidable. Les communistes vietnamiens étaient très brutaux, et quand ils prenaient le pouvoir quelque part, le règne de la terreur ne tardait pas à s'ensuivre. Ils contrôlaient quand même de nombreux villages à cause de l'incapacité des Américains et des Sud-Vietnamiens à assurer la sécurité. Si ce préalable capital à l'obtention de l'appui populaire n'est pas créé, c'est essentiellement parce que le général Westmoreland ne considère pas la séduction comme très importante. Il disait « Empoignez les insurgés par les couilles, leur cœur suivra ». Au Vietnam, Westmoreland voit l'action militaire plutôt que la séduction de la population comme la règle de base de sa stratégie de guerre de guérilla. En Afghanistan, au moment où leurs troupes arrivent, les commandants soviétiques doivent décider s'ils considèrent la séduction comme pertinente.
Alors que leurs chars pénètrent dans le pays et que leurs avions de transport se posent sur l'aéroport de Bagram, les problèmes qu'affrontent les Soviétiques pour gagner le cœur de la population civile sont encore plus graves que ceux de Westmoreland au Vietnam. Les Soviétiques ne sont pas vus uniquement comme des envahisseurs. On les accuse d'imposer un régime fantoche au peuple afghan. Par conséquent, le peuple a fui les Soviétiques pour aller se jeter dans les bras des Moudjahidines. En essayant d'établir un régime de pantin, ils ont rendu les Moudjahidines encore plus forts. Comme les Américains au Vietnam, les Soviétiques tentent d'obtenir l'appui du peuple afghan en lui procurant le confort moderne, en construisant des écoles et en forant des puits, en apportant les bienfaits de la civilisation industrielle dans les villes. Mais lorsqu'ils veulent introduire leur politique de séduction, elle est vue comme une tentative de remplacer les coutumes et les valeurs locales. En fait, en Afghanistan, ces mesures n'ont pas été simplement inefficaces, elles ont eu pour effet d'accroître l'hostilité de nombreuses tribus envers l'envahisseur soviétique. Elles voyaient cette tentative de l'URSS de leur apporter la modernité comme une atteinte à leur mode de vie traditionnel. Les insurgés, pour leur part, n'ont pas grand-chose à faire pour gagner le cœur de la population afghane, en particulier celle des montagnes rudes et inhospitalières où vont se livrer les combats. La loyauté de ces populations envers les combattants était basée sur l'identité tribale, sur les liens familiaux, sur des allégeances traditionnelles remontant souvent à plusieurs siècles. En bref, tout ce que les Moudjahidines demandaient au peuple afghan, c'était de continuer à faire ce qu'ils faisaient depuis de très longues années. Au Vietnam comme en Afghanistan, ce sont les insurgés, les communistes nord-vietnamiens et les Moudjahidines afghans, qui satisfont à la condition soutien de la population de la stratégie de guérilla, et les contre-insurgés, les Américains et les Soviétiques, dont les politiques de séduction se révèlent peu productives. Dans les deux pays, les commandants doivent faire passer leur campagne au stade supérieur, s'armer pour livrer une guerre de guérilla. Vietnam, début des années 60. Afghanistan, 20 ans plus tard. Le moment est venu d'aborder la règle suivante de la stratégie de guérilla. Le rassemblement. Les deux camps doivent rassembler leurs armées. Celles-ci comportent